Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léa Guenifet, qui est spécialiste en Google Ads. Donc, salut Léa. Hello Sandy, merci pour l'invitation. Donc Léa, on va parler de Google Ads, on va se projeter dans 2025. Certaines personnes peuvent se dire, est-ce que je le mets au budget, est-ce que je le mets pas au budget? Et donc, on va voir ensemble, est-ce que c'est pertinent, à qui ça s'adresse, à quoi il faut faire attention? Et si j'y vais, comment j'y vais? Je peux partager un peu les prérequis ou du moins les questions qu'il faut se poser avant de te lancer sur Google Ads ou même si tu es déjà lancé. Je dirais que pour moi, il y a 3 piliers sur lesquels il faut vraiment qu'il faut bien avoir en tête. Le premier, c'est justement la partie tracking, tu vois, pour répondre à la question ça marche pas. Ça marche pas, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est excuse-moi de t'interrompre, qu'est-ce que c'est le tracking? Yes, carrément. Je vais détailler le tracking, c'est être capable de suivre ses performances. Ça veut dire, si je dépense 1 euro en publicité, combien est-ce que je vais avoir de clics, admettons, sur ma publicité? Combien est-ce que je vais avoir ensuite de visiteurs sur mon site internet? Combien de temps ils vont rester sur mon site internet? Est-ce qu'ils vont devenir des leads, par exemple, en soumettant un formulaire, faisant une demande de devis, une demande de contact, une interaction dans un chat ou même un appel téléphonique? Et après, ces leads-là, est-ce qu'ils deviennent des clients ou pas derrière? Et en fait, tout l'intérêt du tracking, et c'est une des forces de la publicité, c'est de se dire, je dépense 1 euro et je sais, derrière, je suis capable de mesurer combien est-ce que de leads ça m'a généré, combien de clients ça m'a généré, et même si on pousse le tracking encore plus loin, combien de chiffres d'affaires ça m'a généré. C'est hyper intéressant, mais ça, j'ai quand même l'impression que c'est pas maîtrisé par tout le monde quand même. Non, tout à fait. Et c'est pas maîtrisé par tout le monde pour une bonne raison. C'est parce que le tracking, c'est quelque chose de technique. On peut avoir des solutions pour suivre facilement des actions sur son site internet, type une demande de formulaire, mais ça nécessite quand même un petit bagage technique pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc, c'est en fait cette base, du coup, des fois, à côté de laquelle passent beaucoup de personnes quand on se lance sur Google Ads. Donc, moi, vraiment, ma recommandation, c'est dans un premier temps, essayer de bricoler par soi-même et essayer de le mettre en place. Et si on se rend compte qu'on bloque, déléguer ça à quelqu'un qui maîtrise, parce que sans tracking, on ne peut pas lancer de publicité. Et il faut aussi avoir en tête qu'au-delà de nous, pour pouvoir mesurer, il faut que Google puisse mesurer. Par exemple, comment est-ce que Google il va savoir qu'il va diffuser ses publicités plutôt vers une personne A ou une personne B si derrière, il ne sait jamais laquelle devient client. Donc, il faut avoir en tête que le tracking, finalement, ça nous permet 2 choses. Nous, de mesurer, mais ça permet aussi de nourrir Google de données pour que les algorithmes puissent diffuser des publicités de la bonne manière. Très clair. Et puis moi, ce que je vois aussi dans le fait de mesurer, c'est que si tu mesures pas, tu vas avoir du mal à savoir ce que tu peux améliorer. Où est le panier percé? Enfin, tu sais pas où est le trou, tu sais pas où est le problème, donc tu peux pas l'améliorer. Donc le tracking, hyper important. Est-ce que tu as d'autres prérequis à nous partager pour se dire Google Ads pour moi ou pas pour moi? Ouais, le deuxième élément, c'est déjà le budget. Et déjà avoir aussi cette idée-là de se dire, il faut avoir un budget minimum en tête. Toujours difficile de répondre à cette question. C'est quoi, Léa, le budget minimum pour se lancer sur Google Ads? Parce que ça dépend aussi de vos objectifs. Mais si je devais donner une fourchette pour démarrer, je pense que 1 000 € de budget média par mois, c'est là où ça commence à devenir intéressant, dans le sens où c'est le budget qui va vous permettre d'avoir le volume de données suffisant pour pouvoir prendre des décisions. Je prends un exemple, si je diffuse en fait sur un mot-clé et que j'ai eu 3 clics dessus, que ça ait marché ou que ça ait pas marché, le volume n'est pas assez significatif pour pouvoir se dire ok, ce mot-clé-là fonctionne, je dois exploiter le potentiel de ce mot-clé, ou à l'inverse, je dois le mettre de côté. Donc avoir en tête que ce budget minimum de 1 000 € par mois, c'est un peu le premier palier qu'il faut passer. Et moi, j'aime bien donner une période de 3 mois de test, de se dire, OK, je démarre, je me mets une période de 3 mois de test avec 1 000 € de budget média par mois. Et c'est à la fin de ces 3 mois-là que je vais me dire, OK, Google Ads, c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Ça ne veut pas dire qu'entre-temps, je laisse tourner sans rien faire. L'objectif, c'est bien évidemment de piloter et d'ajuster au fur et à mesure. Néanmoins, il y a pour moi une durée minimum aussi à avoir pour justement faire ces ajustements, voir ce qui fonctionne ou pas, et du coup avoir un petit peu plus de recul aussi, parce que ça, c'est un petit piège aussi qu'il y a souvent, c'est de se dire OK, j'ai dépensé et ça arrive souvent quand on est débutant et qu'on a un petit budget, parce que ça fait peur, faut le dire aussi, Ah oui, de voir son compte en banque se j'ai les vider sous dans la chaque jour. machine et C'est puis ça, exactement. Et tu as ce truc de oh là là, ça fait 3 jours que mes publicités sont lancées, j'ai dépensé 50 € et j'ai 0 lead, ça va pas, je change tout, etc. Non, il faut vraiment
et garder la tête froide, prendre du recul et de se dire, je reste sur une période de 3 mois et c'est là-dessus que je vais pouvoir prendre la décision derrière. Alors, ce que tu dis, c'est juste et je dirais qu'on peut l'appliquer à la majorité des actions marketing qu'on met en route, même que ce soit de la stratégie, un changement de positionnement, c'est pas en 3 mois que vous avez un impact. Des publicités, c'est pas. Alors, vous pouvez générer, mais c'est pas parce que sous 15 jours, il n'y a pas de résultat que voilà que c'est forcément la mauvaise stratégie. Donc, il faut se laisser un délai nécessaire. Et ça, c'est vrai pour Google Ads et c'est vrai pour à peu près tout. Ok, donc un peu de patience aussi. Est-ce que tu estimes qu'il y a un volume de recherche minimum? Parce que pour certains secteurs d'activité, est-ce que si c'est très nouveau et que les gens ne savent pas que ça existe, on va se dire, ils vont pas forcément rechercher sur Google quelque chose qu'on ne sait pas qui existe. Ça peut paraître dingue, mais est-ce que dans ces cas-là, c'est mort complet? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Voilà. En effet, quand tu es sur des services innovants où il n'y a pas forcément d'intention de recherche et des volumes de recherche faibles, tu peux avoir ce truc de dire, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Et là, je dirais que ça dépend du volume de recherche. Et en fait, ça, tu peux le calculer assez facilement. Tu as plusieurs outils qui te permettent de rechercher des mots-clés. Tu as un outil gratuit, le Keyword Planner, qui est un outil qui est directement intégré à Google Ads où tu peux faire ta recherche de mots-clés, voir le volume de recherche et voir en moyenne combien est-ce que ça te coûte sur un clic. Je te prends un exemple. Si on prend des cleaners éco-responsables, admettons, tu n'as pas beaucoup de volume de recherche, tu n'as que 200 personnes qui tapent ça en France dans Google par mois. Par contre, un clic te coûte 1 euro. Donc, en fait, tu sais déjà que même si c'est un petit budget, tu as quand même déjà du volume à aller chercher, mais tu sais que tu ne pourras pas dépenser 3 000 € sur ce mot-clé-là parce que tu vas rapidement atteindre un plafond de verre. À l'inverse, si tu tapes ton mot-clé et que tu vois que déjà personne ne le recherche, ça aussi, c'est souvent marrant de faire le test, ce truc de dire je pense que les personnes tapent ça dans Google et en fait, tu te rends compte en faisant la recherche que non, personne ne tape ça. Il y a que vous avec votre jargon en interne technique qui utilisez ces mots-là, mais personne ne tape ça dans Google. Donc voilà, pour faire cette première étape, en effet, de faire ta recherche de mots-clés, voir s'il y a du volume de recherche ou pas. Je dirais pas qu'il y a un volume minimum à avoir, c'est juste être conscient. Tu vois, là, quand je te disais 200 recherches sur un mot-clé avec un clic qui te coûte 1 euro, tu sais qu'en moyenne, tu vas dépenser aux alentours des 200 € par mois sur ce mot-clé-là et que tu pourras pas aller plus haut. Donc, c'est plutôt ces petits calculs à faire, même si j'ai envie de dire au démarrage, moi, le conseil que je donne souvent, c'est de pas trop se prendre la tête parce que le seul risque que tu prends, c'est d'acheter un mot-clé et de pas dépenser de budget. Donc, au pire, on n'est pas sur un gros risque. Il vaut mieux y aller dans ce sens-là qu'à l'inverse, vouloir diffuser sur des mots-clés type basket qui va être recherché des milliers de fois par mois. Et là, tu brûles tout ton budget. Oui, là, tu crames tout, ouais, c'est clair. Ok, donc on a bien compris, il y a le tracking, il y a le budget. Est-ce qu'il y a d'autres choses en prérequis? Oui, il y a un dernier élément, c'est la partie site internet, parce que tu as ce truc aussi de se dire que Google Ads, et ça marche pour toutes les publicités et d'ailleurs tous les canaux d'acquisition, c'est pas une baguette magique, c'est-à-dire que vous avez beau avoir de super publicités, ce qui va vraiment faire la différence, c'est ce qui va se passer sur votre site internet. Donc soit sur votre site internet, soit sur votre landing page, donc une page que vous allez créer qui va être orientée pour la conversion, où vous allez du coup reprendre votre proposition de valeur, avoir un lien entre le mot-clé que l'utilisateur a tapé et le contenu de votre landing page pour qu'on soit sur un match parfait entre les deux. Et moi, je dirais pour mettre les pieds dans le plat que pour moi, toute cette partie site internet, c'est au moins 50% des performances. Et ça, c'est vraiment un truc à ne pas négliger. On avait plus, c'est un peu cet âge d'or de la publicité où en fait, même si on était un peu bancal et pas trop au niveau sur la partie expérience utilisateur sur le site internet, ça passe plus. Là, aujourd'hui, on arrive en 2025, ça ne passe plus du tout. Donc, il faut vraiment, c'est ça, il faut vraiment se mettre à niveau là-dessus. Et pour moi, c'est même là-dessus qu'il faut mettre le plus d'efforts au démarrage. Ok. Alors, si je traduis ce que tu dis, on va dire, en langage du réel, les publicités, c'est ce qui va faire venir les gens dans votre magasin. Et votre site internet, c'est l'équivalent du magasin, c'est votre capacité, une fois la personne dans le magasin, à lui vendre quelque chose, à ce qu'elle passe à la caisse. Donc, c'est pas la responsabilité des Google Ads si une fois les gens arrivés sur votre site internet, ils ne cliquent pas, ils ne remplissent pas le formulaire ou ils n'achètent pas. Ça va vraiment dépendre de l'expérience que vous leur faites vivre sur le site. Est-ce que c'est facile? Est-ce que je trouve facilement déjà comment je fais une action? Et aussi, c'est le message
c'est le copywriting, c'est aussi votre positionnement. C'est-à-dire que si je clique sur une publicité et qu'après, quand j'arrive sur la page, je retrouve pas les messages, j'ai l'air d'être dans un autre endroit, on me vend même, j'ai même pas l'impression qu'on me vende la même chose. Vous allez créer ce qu'on appelle dans le jargon une friction, mais globalement, si je traduis, c'est de la méfiance. C'est OK, il y a un truc qui cloche, je m'en vais tout de suite. Et ben, du coup, les gens ne vont pas acheter ou remplir un formulaire. Et on ne peut pas attribuer ce manque de performance à la publicité. On Tout à attribue ce fait, manque de performance au site internet. Et ça, il faut vraiment bien le distinguer. carrément. Est-ce que tu dirais qu'il y a quand même des cas spécifiques où ça vaut plus le coup? À quel moment c'est bien de s'y mettre au Google Ads? Très bonne question et pour le coup, j'ai pas mal de retours d'expérience, là-dessus. Bah, à la fois, des boîtes qui se sont lancées pour qui ça a très bien fonctionné et d'autres qui se sont lancées et pour qui, c'était pas forcément, le moment. Tu vois? Je vais peut-être d'ailleurs commencer par ce deuxième cas parce Bah que je ouais, trouve que on y va. il est très parlant. C'est, typiquement, des boîtes, qui, se lancent, qui vont être lancées depuis, 6 mois, 1 an et qui se disent: «Bah, OK, comment est-ce que je fais, pour avoir, des clients?» et qui vont se dire: «OK, je lance des publicités» et du coup, là, ça marche pas et bien souvent, en fait, quand ça marche pas, ça vient pas forcément de la publicité, ça vient plutôt de l'offre, du positionnement, de la proposition de valeur et en fait, on sent qu'il y avait d'autres choses à régler avant de lancer des publicités et que c'est pour ça que ça marche pas. Ça veut pas dire qu'on peut pas lancer des publicités au lancement de son activité, mais c'est plutôt, tu vois, ça, moi, je le vois plutôt en mode, start-up, c'est-à-dire de se dire: «J'ai un budget, média dédié qui va me permettre d'apprendre». Pas forcément de, faire un maximum, de, chiffre d'affaires, de générer plein de leads et cetera. Bien sûr, ça reste l'objectif final, mais dans un premier temps, c'est d'apprendre et de comprendre ce qui marche ou ce qui marche pas. Et ça, je dirais que c'est plutôt, du coup, le 1er cas au lancement, du coup, d'une boîte. Mais là, il faut avoir conscience que, pour moi, tu es plutôt dans une logique d'apprentissage que de retour sur investissement, direct parce que, bah, tu démarres tout juste et tu peux pas forcément savoir, ce qui va fonctionner. Et là, ça demande, je dirais, une certaine, capacité à encaisser, à accepter aussi que ça marche pas et potentiellement à perdre du budget et y perdre des plumes au démarrage, le temps d'apprendre et de comprendre ce qui fonctionne. Et la deuxième option, c'est des boîtes qui, en fait, existent depuis, déjà plusieurs années, qui sont bien implantées, qui ont déjà d'autres canaux d'acquisition, que ce soit, la partie, commerciale, la partie organique, le contenu créé, les salons, ou, que sais-je et qui vont se dire: «OK, bah, comment est-ce que je pourrais faire pour diversifier mes canaux d'acquisition?» et du coup, bah, là, ils jugent ou non si Google Ads peut être intéressant. Donc est-ce qu'il y a du volume de recherche? Combien, nous coûtent, les clics? Est-ce qu'on a le budget, nécessaire pour pouvoir, se lancer? Et là, on va avoir plutôt un objectif de rentabilité parce qu'on sait déjà que, l'offre, est validée, que ça fonctionne et là, on est plus dans une logique de diversifier ses canaux d'acquisition. Super clair. Donc, ce que tu nous dis, c'est que tu as la stratégie finalement où tu vas utiliser les Google Ads quand tu es une start-up ou une boîte en lancement, où finalement, ce que tu peux espérer, c'est évidemment du chiffre d'affaires, mais c'est limite le bonus, mais c'est plutôt que tu vas connaître ton marché, tu vas accumuler C'est de la ça. donnée pour savoir peut-être quel est le message qui marche le mieux, quelle est la cible qui est la plus réceptive. Mais il faut accepter que finalement, c'est plus un investissement limite en connaissance du marché qu'en chiffre d'affaires. Ça peut être intéressant, attention, hein, mais ce qu'il faut comprendre, c'est quel est l'indicateur de performance derrière. Ce sera pas le panier, ce sera pas la validation de panier, ça va être de la donnée. Donc ça, c'est hyper clair. Moi, j'en connais pas beaucoup des entreprises qui font ça. Je sais qu'il y en a, qui l'ont fait. Pourquoi? Parce que ça veut dire accepter, c'est une acceptation du risque qui est très élevée parce Tout à qu'on fait. va littéralement brûler du budget. Pour compléter, la deuxième démarche du coup de diversifier ses canaux d'acquisition, je trouve ça cool aussi de ne pas forcément lancer la publicité, au démarrage parce que tu vas pas forcément réagir, de la même manière quand toute ton acquisition dépend uniquement de la publicité, VS quand tu as d'autres canaux d'acquisition, qui tournent. Moi, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des boîtes qui en fait allaient prendre des décisions trop rapidement parce que, bah, coup de stress et grosse dépendance à la publicité et ça pourrait être un conseil que je peux donner aussi en complément, c'est il faut veiller à ce que votre acquisition ne dépende pas uniquement de la publicité. Pour moi, c'est très dangereux et moi, je le vois plutôt comme un bonus à votre acquisition et ça dépend bien évidemment des boîtes, mais pour vous donner une fourchette, moi, je pense que c'est bien que la partie payante ne représente pas plus de 30% de votre acquisition. Ah bah, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis, ce que tu nous partages, parce qu'au moins on est capable de mettre, on va dire une échelle sur, combien ça doit représenter notre acquisition et je te rejoins parce que
que ce soit Google Ads ou que ce soit d'autres canaux d'acquisition, quand on est trop dépendant à un canal d'acquisition, on va stresser dès que ça fluctue parce que c'est pas linéaire, hein. Il y a des périodes où ça va mieux marcher que d'autres pour X ou Y raison. Et ça permet aussi de dérisquer, hein, de son acquisition. Et de manière générale, la diversification est une stratégie de résilience. Et si tu aimes les travaux de Nassim Taleb également sur Antifragile, ça augmente votre antifragilité. C'est-à-dire, je vais diversifier, pour reprendre la sagesse populaire, c'est ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. On est chaud, on est prêt à passer à l'action. On s'est dit qu'on coche toutes les cases et qu'on a envie de tester les Google Ads. Qu'est-ce que je fais, Léa? Est-ce que tu as une méthode à nous partager pour commencer à déployer de manière, sans que ça parte dans tous les sens, on va dire, de manière pertinente? Yes, carrément. On veut tout savoir. Je vais tout vous dire. Donc, c'est une méthode qui est en 5 étapes. Et du coup, pour vous dire concrètement comment est-ce que ça se déroule. Donc, ça marche à la fois si c'est la première fois que vous vous lancez sur Google Ads ou à la fois si vous avez déjà des publicités qui tournent mais que vous avez envie de repartir du bon pied. Donc, ça marche vraiment dans les deux cas. La première étape, c'est de travailler son site internet et ses landing pages parce que, comme on le disait tout à l'heure, ça va représenter plus de 50% des performances. Et là, vraiment, ne négligez pas les efforts. Il n'y a pas de c'est bancal, du à peu près ou ce que je vois souvent. Avec mon CMS, j'ai pas trop de possibilités, je galère à faire des blocs, etc. Franchement, dans ces cas-là, prenez un outil qui est spécialisé en landing page, du Unbounce, du Swipe Pages, qui sont des outils qui, certes, peut-être vont vous coûter 100 € par mois, mais si derrière, ça vous permet d'avoir 15% de conversion au lieu de 3% sur des landing pages qui sont bancales, vous allez vraiment vous y retrouver derrière. C'est clair, on mettra en note les outils que tu recommandes. Carrément, ouais. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Après, la deuxième étape, c'est vraiment toute la partie tracking. Donc on en parlait aussi tout à l'heure. Et là, l'idée, c'est de se dire, OK, quand un utilisateur arrive sur mon site internet, quelles sont les actions que je veux qu'il réalise et comment est-ce que je peux les hiérarchiser? Je m'explique. Par exemple, je suis sur mon site internet. On peut à la fois prendre un rendez-vous, m'écrire dans le chat, soumettre un formulaire sur la page contact, demander un devis. Est-ce que parmi ces 4 actions-là, il y en a une qui a plus de valeur pour moi? Et on a la possibilité, en fait, dans Google Ads, de paramétrer des valeurs pour chaque conversion. Et ça va donner des indications à Google de dire, OK, moi, je diffuse les publicités pour faire en sorte que les personnes effectuent les actions qui ont le plus de valeur pour toi. Et c'est là où on a tout l'intérêt aussi d'avoir un bon tracking, de pouvoir remonter aussi, d'être capable de remonter ces données-là dans Google Ads et de dire à Google qu'est-ce qui est le plus important ou pas pour nous. Et on a même aussi la possibilité d'avoir des conversions qu'on va utiliser uniquement pour observer les données, pour les analyser, mais qui ne vont pas être utilisées pour l'optimisation des publicités. Troisième étape. La troisième étape, c'est de découvrir les opportunités sur son marché. Et là, j'entends plutôt par intention de recherche. En fait, moi, ce que j'aime bien faire au démarrage, c'est faire une petite recherche de mots-clés, comme on disait tout à l'heure, et en fait, tester différentes intentions de recherche et essayer de voir laquelle va le mieux fonctionner. Par exemple, si je reprends mon exemple tout à l'heure, je parlais de séminaire éco-responsable, ça peut être intéressant de se dire, OK, je vends des séminaires éco-responsables, mais est-ce que si je vais chercher la thématique séminaire plus globale, avec mon avantage éco-responsable, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que si je teste aussi l'intention de recherche, par exemple, séminaire atypique, etc., est-ce que ça peut fonctionner aussi? Et là, en fait, on se retrouve avec différentes intentions de recherche que moi j'appelle aussi des thématiques parce qu'on se retrouve en fait avec des groupes de mots-clés. Et l'idée, c'est de tester en fait différentes portes d'entrée pour venir sur votre site internet et regarder celles qui vont fonctionner le mieux. Moi, j'aime bien au démarrage me dire j'en lance 3-4 au maximum et après, j'analyse celles qui fonctionnent le mieux et tout simplement, je vais exploiter le potentiel de ce qui fonctionne et je vais mettre de côté ce qui ne fonctionne pas. Ça aussi, c'est peut-être un petit conseil que je peux donner aussi. C'est, on a souvent ce truc de, par exemple, admettons, j'ai lancé 3 thématiques, j'en vois une qui fonctionne très bien, une moyen et une autre pas du tout. Et le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de se dire comment j'améliore le pas du tout. Alors qu'en fait, non, autant le mettre de côté, garder les 2 autres et chercher à maximiser ce qui fonctionne déjà, toujours dans cette démarche héroïste, c'est de se dire, OK, ça fonctionne, comment je l'améliore au maximum? Et après, ce qui ne marche pas, je le relancerai plus tard, une fois que la machine sera déjà tournée, sera déjà lancée sur des premières thématiques.
Après, on a aussi le droit de laisser de côté et d'abandonner définitivement ce qui marche pas. Tout à fait. C'est une option acceptable aussi. Alors moi, j'aime bien ce côté finalement où tu vas chercher, ok, l'intention de recherche, tu regardes sur les mots-clés qui sont cherchés, mais est-ce qu'on s'entoure pas d'autres mots-clés pour se dire, j'ai un positionnement qui est unique, peut-être que les gens cherchent pas forcément ça, mais sur les gens qui cherchent une requête en particulier, mon axe de différenciation peut être un moyen de les attirer. Tu parlais des séminaires, peut-être que les gens qui cherchent séminaires atypiques ou séminaires dans la nature, par exemple, eh ben, quand ils voient éco-responsable, eh ben, ils disent, ah ok, ça c'est un truc en plus, ça rejoint quand même finalement leurs besoins ou leurs désirs. Et j'aime beaucoup l'idée, et c'est vraiment une partie, je trouve, où on va faire appel à la créativité, parce que pour ça, il faut être créatif. Il faut faire de la recherche, bien sûr, il y a de la donnée, mais il y a aussi de la créativité. Donc j'aime beaucoup. Ça, on le fait tout de suite ou pas? Oui, c'est quelque chose que tu peux faire vraiment dès le début Dès le départ? Ok. en émettant des hypothèses et en se disant: «OK, est-ce que ça peut fonctionner ou pas?» L'idée, c'est toujours de rester très intentionniste, j'ai envie de dire, et qu'est-ce qui peut se rapprocher au maximum de ce que je propose. Mais en effet, et là, tu vois, si on reprend cet exemple de séminaire, parce que je trouve qu'il est parlant. En effet, tu vois, tout ce qui est séminaire nature, séminaire au vert, c'est des choses qu'on avait testées et qui ont très bien fonctionné. Mais par exemple, au démarrage, on avait en tête, je me rappelle, les clientes voulaient aller chercher des mots-clés séminaire bas carbone, séminaire faible émission de CO2. Personne ne tape ça. Donc, c'est un parfait Sans exemple blague! de J'aurais pu te le dire, moi. J'aurais pu te le dire. c'est un parfait exemple de ce qu'on croit au démarrage et on se rend compte que du coup, c'était pas du tout ce qu'on pensait et qu'il y a une différence entre les mots-clés que nous, on a en tête et les intentions de recherche des utilisateurs. C'est ce qui s'appelle la perception. Et donc, je vous invite largement à étudier ça chez vos prospects et vos clients, quelle perception ils ont et quels mots ils pourraient utiliser pour parler de votre service ou de votre produit. Quelle est la 4e étape une fois que j'ai fait ça? Ou qu'est-ce que je peux faire après? Ça rejoint ce que je disais, du coup, c'est d'exploiter le potentiel de ce qui fonctionne. Par exemple, j'ai testé 3 différentes thématiques. J'en vois une qui sort vraiment du lot et bah là, je vais me dire: «OK, je vais essayer d'isoler cette thématique-là, d'en faire vraiment une campagne dédiée, de créer une nouvelle landing page vraiment liée à cette thématique» et en fait, essayer un peu au début, on avait une vue macro et après on se dit: «OK, comment on zoome sur ce qui fonctionne?» et qu'on essaye d'aller encore plus dans le détail. Donc, ça veut dire potentiellement créer des landing pages encore plus spécifiques pour affiner Tout à fait. le discours. Est-ce que ça veut dire aussi, comme on disait, abandonner certaines choses pour Mmh. travailler encore plus le message de certaines? Ouais, tout à fait. C'est exactement ça et tu vois, je trouve que c'est très concret sur la partie landing page. C'est très important, je trouve, de le faire dans un temps 2 parce que tu peux avoir ce truc au début, tu te dis: «OK, j'ai identifié 3 portes d'entrée différentes». Bah, dès le début, pourquoi je vais pas faire 3 landing pages différentes? On peut, mais imagine qu'il y en a une qui marche pas du tout. L'effort que tu auras mis à Ouais. déployer ces landing pages pour que ça fonctionne pas, je suis pas sûre que ce soit très 20-80, enfin, j'en suis même convaincue. Du coup, moi, Ouais, moi, je suis sûre que ça l'est pas. ce que je recommande plus dans ce cas-là, c'est de partir avec une landing page générique qui, bien évidemment, peut coller à chaque thématique, mais avoir cette démarche d'optimisation et de personnalisation une fois qu'on a validé qu'il y avait de l'attraction et qu'il y a du potentiel à aller chercher. Donc, si on fait un regroupement, par exemple, une landing page générique, ça peut être, si vous vous adressez à des professions libérales, vous allez dire, vous allez positionner pour les professions libérales et puis après vous pourrez segmenter en disant, pour les avocats, pour les experts comptables, pour les notaires. C'est vraiment un exemple, à la truelle, hein, là, je suis désolée, mais en fait, c'est un peu ça. C'est qu'au début, Tout à fait. profession libérale, vous êtes dans le vrai, c'est bien votre cible. Vous testez comment ça marche et après vous déclinez par profil de profession libérale. Mais ne le faites pas tout de suite parce que finalement, peut-être qu'il y en a, qui s'en fichent et vous aurez fait le job pour rien. Ça Bon va? exemple. Mon exemple, il est bon? Ça va? Ouais, nickel, tout à fait. Excellent. Alors moi, j'aime bien, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que finalement, on peut démarrer en faisant, bien sûr, attention à plein de choses, le tracking, la qualité des landing pages, de l'outil qu'on utilise aussi, mais on n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses avant et en fait, c'est normal de pas les avoir et on se dit: «On y va, on fait cette période de test et après on améliore, on laisse tomber ce qui marche pas et après on améliore» et j'aime bien ça parce que finalement, on peut y aller, je vais pas dire facilement, mais on n'a pas besoin d'attendre Mmh, 3 ans et demi, de s'être posé toutes les questions exactement. avant d'y aller. Ça peut être quelque chose de très agile et qui Mmh, doit l'être d'ailleurs. Même si je suis pas une fan de ce mot à la base, mais là, c'est le seul qui me vient mmh. honnêtement donc Et tu OK. as aussi cette logique-là pour faire le lien en plus avec la dernière étape de ma méthode. Moi, je suis très adepte on commence petit, on voit ce qui prend pas et on augmente le budget au fur et à mesure plutôt que se dire: «OK, on démarre avec un gros budget
Et là, on a plus ce truc de on va beaucoup cramer au démarrage et ça se trouve beaucoup cramer sur des choses qui fonctionnent pas. Moi, j'aime bien cette plutôt vision très héroïste de se dire, OK, peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais au moins, on est sûr que chaque euro investi est rentabilisé. Et du coup, tu fais vraiment ça au fil de l'eau. Et du coup, tu investis un petit budget au démarrage, tu regardes ce qui fonctionne et après, tu vas mettre plus de budget sur ce qui fonctionne. Et c'est là aussi où tu vas avoir, moi, ce que j'appelle la dernière étape, du coup, l'étape numéro 5, qui est le fait qu'on va étendre un compte. C'est que du coup, au démarrage, tu vas généralement te concentrer sur du bad funnel. C'est-à-dire, bad funnel, c'est des personnes très intentionnistes qui sont déjà matures sur leur recherche de besoins et qui vont avoir plus de chances de convertir. Et du coup, là, on va plutôt utiliser des campagnes de type search. Donc, du coup, un utilisateur qui tape un mot-clé dans Google et une annonce, du coup, qui va venir Qui va s'afficher au revenir. format Donc en fait, textuel. ces gens-là, excuse-moi de t'interrompre, c'est quand tu dis une requête intentionniste, c'est la personne, elle sait qu'elle a le besoin, elle cherche la solution, elle va sur Google et elle tape des Tout à mots-clés fait. pour chercher la solution. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le bas du funnel, le bas du tunnel Mm. en français. C'est ces gens qui sont à l'étape, peut-être pas d'achat tout de suite, mais au moins de décision et de recherche de solutions. Donc des Mm. gens qui sont beaucoup plus susceptibles d'acheter ou de demander une démo, un devis, peu importe. Et donc, quand tu dis étendre le compte, ça veut dire, j'imagine qu'on ne va pas se cantonner qu'à cette frange de la population qui, C'est ça. rappelons-le, en B2B, n'est jamais plus que 1 à 3% de votre marché. Désolée pour la mauvaise nouvelle. Et donc, on va remonter le tunnel, en fait. L'entonnoir. On va remonter l'entonnoir. C'est très laid, Mm. d'ailleurs. Mm. L'entonnoir de vente. C'est exactement ça. Et pour justement remonter plus haut dans ce tunnel d'achat, c'est important d'avoir démarré par le bas en premier parce que on a donné à manger à Google avec les bonnes informations sur qui sont nos clients intentionnistes. Et lui, en fait, si je grossis le trait avec toutes les données qu'il a, il arrive à se faire un portrait robot de votre client idéal. Et du coup, quand on va lui demander de lancer d'autres campagnes plus haut de funnel, donc plus haut dans notre parcours d'achat, typiquement, C'est et ça. des campagnes souvent plus basées sur l'intelligence des algorithmes, sur toute la partie algorithmique, qui sont plutôt des campagnes qu'on appelle intelligentes. Donc, j'entends, ça peut être, si ça vous parle, des campagnes display, des campagnes de demand gen, des campagnes YouTube Ads. On peut avoir aussi des campagnes Performance Max, qui sont en fait des campagnes qui vont nous permettre d'aller chercher plus de volume. Et en même temps, on aura déjà dit à Google en amont, et lui, il aura compris parce qu'on aura récolté assez de données sur qui est notre client cible. Et du coup, ça va vous permettre d'aller chercher plus de volume. Donc, ce que tu dis, Léa, c'est que finalement, si quand j'étends un compte, c'est-à-dire quand je me contente plus aux personnes qui cherchent, qui font leurs requêtes sur YouTube, qui font leurs requêtes sur Google, avec l'outil Google Ads, j'ai la possibilité de montrer des publicités via d'autres canaux. J'ai entendu YouTube Ads, j'ai entendu Display. Donc, est-ce que tu peux juste nous dire, alors YouTube Ads, c'est les publicités sur YouTube. Je pense que ça, plus ou moins, si vous ouvrez YouTube, vous allez vous en prendre une. Donc, vous voyez ce que je fais. Display, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la pub Display? Ouais, carrément. Donc, la publicité display, c'est vous avez peut-être déjà vu sur des sites internet, notamment des sites de médias ou alors des sites type Le Bon Coin, des bannières en fait de publicité avec du coup, ça doit vous arriver. J'aime bien prendre cet exemple-là parce que je trouve qu'il est très parlant. Si vous étiez sur un e-commerce, par exemple, vous cherchiez des chaussures, 2 heures après, vous allez sur Le Bon Coin et c'est pile. Incroyable! C'est Quelle exactement. coïncidence! C'est exactement la même paire de chaussures ou le même meuble que vous avez vu sur Ikea ou autre qui apparaît. Et ça, du coup, c'est un format display. Et on peut l'utiliser donc soit en retargeting, donc justement, on va recibler des personnes qui sont déjà venues sur notre site internet. Et on a la possibilité aussi de le diffuser à des personnes qui ne sont jamais venues sur notre site internet, mais on va pouvoir en fait cibler Présente des le bon intérêts. profil. C'est ça, exactement. Par exemple, ces personnes sont déjà allées sur tel ou tel site internet, elles ont déjà tapé tel type de mots-clés dans Google et là, on peut être très fin au niveau du ciblage. Voilà, donc c'est pour ça que parfois on a l'impression que Google écoute nos conversations. C'est presque vrai en réalité, mais c'est pour ça que vous trouvez souvent avec des pubs ultra ciblées, en disant mais c'est incroyable. Bah, c'est ce que avant, il y a longtemps, on appelait encore AdSense. C'était le fait d'avoir des pubs qui sont contextualisées. Et bien là, en fait, ce que tu nous dis, c'est que quand on étend un compte, on va aller montrer des publicités à des personnes qui pourraient avoir un jour le besoin, qui présentent les signaux du bon profil, qui pourraient avoir besoin de notre solution, de notre service. Voilà.
Et donc, quand tu dis on remonte le haut de l'entonnoir, alors on va le dire en anglais du funnel, eh bien, en fait, tout simplement, c'est que vous allez augmenter la notoriété de votre solution pour la rendre la plus top of mind possible pour que le jour où, eh ben, on pense à vous, on pense à votre entreprise. C'est exactement ça et là aussi un élément qu'il faut vraiment avoir, en tête parce que c'est une attente et je le comprends tout à fait, qu'on a souvent sur Google Ads, c'est, de se dire: «OK, j'étais, du coup, sur des personnes, très intentionnistes, j'étais très content, de mes coûts par clic, donc ce que je vais faire, c'est que je vais, multiplier, mon budget, par 3». Seulement on atteint un plafond de verre sur ces personnes-là et du coup justement on va étendre le compte comme on disait en allant chercher des personnes qui ne sont pas encore forcément très matures, mais qui sont, plus loin dans la réflexion et qui sont déjà en recherche d'achat et qui du coup vont mettre plus de temps potentiellement à s'intéresser à votre solution et à devenir client. Il faut avoir aussi en tête que c'est pas parce qu'on fait x3 sur son budget qu'on va faire x3 sur son volume de leads et ça, c'est vraiment important et je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'est le cas pour toutes les entreprises. Il faut Voilà, c'est pour vraiment tout le pas monde. s'imaginer ça. C'est ça, c'est pour tout le monde pareil. C'est pas linéaire, hein, c'est pas linéaire. Il peut y avoir aussi des saisonnalités d'ailleurs, hein, on parle de ça, mais il peut y avoir des saisonnalités, donc c'est tout à fait normal et merci de le rappeler. C'est pas plus je mets de l'argent et plus je vais avoir, des résultats. Jusqu'à un certain stade, oui, c'est vrai, mais il va y avoir un moment où on va atteindre l'optimum, on pourra pas aller plus haut. Il faudra chercher juste d'autres stratégies ou se dire: «Bah, j'ai fait mon max, je vais juste maintenant chercher à améliorer le taux de conversion sur ma landing page», parce que rappelez-vous, il y a aussi cette, variable que vous pouvez en revanche, largement, optimiser. Arriver à 100 ce sera difficile, mais si vous êtes aujourd'hui à 5 vous pouvez viser de 10 15 Tout à et fait. sur cette amélioration. Donc il y a vraiment les 2 leviers. Eh ben, écoute, merci beaucoup Léa, on est tous prêts là à fond, pour se mettre chez Google Ads. Si vous avez, envie de les envisager pour 2025, eh ben, n'hésitez pas à écouter cet épisode même plusieurs fois parce que comme ça, vous pourrez faire votre plan d'action sur toute l'année. Est-ce que tu peux nous dire Léa, où te suivre? Alors, bien sûr ton podcast, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te suivre? Ouais, carrément, vous pouvez me suivre, sur, LinkedIn, donc Léa Guenifet et si vous voulez, dans la description, de l'épisode, j'ai créé une mini formation gratuite sur Google Ads, donc là, qui est très opérationnelle avec pas à pas comment on fait pour créer sa première campagne, donc on pourra, vous la partager aussi. Ah bah, merci du cadeau Léa, bien sûr, avec plaisir. Trop bien. C'est Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, peut-être à le partager à ce collègue, dont vous rêveriez qu'il commence à faire des Google Ads ou à un ami entrepreneur qui, cherche des leviers, de nouveaux canaux d'acquisition. Merci Léa pour ta venue et à vous tout le monde, à très bientôt. Merci beaucoup Sandy.